Dernière conférence dont le thème est l'imaginaire. Et pour ça, David vous en a parlé en introduction. On a la chance d'avoir pu interviewer Bernard Werber, qui est quand même, en termes d'imaginaire, qui se pose là, le bonhomme. Donc il va répondre, lui aussi en vidéo, à mes questions. Je lui poserai une première question, on écoutera religieusement sa réponse, et puis après, on en discutera avec mon invité qui est là, que je vous présenterai. As-tu un micro, mon cher ami? Oui. Oui. C'est bon, il fonctionne. Il fonctionne. C'est très bien. Eh bien, c'est parti. On est reparti pour 45 minutes à peu près d'échanges autour de cette question. Le digital va transformer le monde. Et quelle brique d'imaginaire nous manque-t-il pour envisager ce nouveau monde? Première question que David a posée à Bernard. Une question, là aussi en lien entre l'imaginaire et la direction d'entreprise. La question est la suivante. Alors, juste avant la question posée et sa réponse, gardez en tête que l'interview a été faite dans un bar parisien. Donc tous les bruits que vous allez entendre pendant l'interview sont réels et ne proviennent pas du ventre de David, qui posait les questions, mais bien des serveurs et autres environnements. Voilà. Bruit de tasses et autres, c'est 100% naturel, rien n'a été rajouté. On a même essayé d'en enlever pour bien entendre Bernard. Voilà, ça c'est pour le contexte. Sachez également que si vous voulez le voir, c'est là-bas qu'il écrit tous les jours. Voilà, c'est son troquet préféré, il se met à une table devant la fenêtre et il écrit. C'est fabuleux. La question est la suivante. Bernard, vous n'avez pas toujours été auteur, vous avez aussi fait des boulots normaux. Seed est une entreprise dite libérée. Quelles expériences, vos expériences professionnelles, qu'est-ce qu'elles vous ont permis d'apprendre sur comment on doit cheffer ou diriger une entreprise? Réponse de Bernard. Bonjour Sid, désolé de ne pas être des vôtres aujourd'hui, mais je suis tout cœur avec vous et je vais vous parler autrement grâce à un enregistrement. Voilà, ça c'était le merci. C'était l'intro. Il est donc ravi d'être pas avec nous. Vous avez entendu ma première question. On va envoyer la deuxième vidéo. D'abord, je crois que c'est assez difficile de trouver du bonheur dans une grande entreprise. C'est plus facile dans les petites structures dans lesquelles tout le monde est obligé d'être efficace, sinon la structure elle-même meurt. Mais quand les entreprises sont énormes, on ne sait plus très bien qui fait quoi et on n'a plus le temps d'analyser est-ce que chacun est efficace et est-ce que chacun est heureux. Alors, ce que j'ai vu dans l'Observateur, c'était une structure de rédaction. À l'époque, on était 120, je crois qu'ils sont encore plus nombreux. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une sorte de première couche de journalistes, on va dire historiques, qui étaient démotivés, donc qui ne faisaient plus rien, mais qui touchaient des salaires exorbitants. Et du coup, les nouveaux journalistes arrivants devaient travailler beaucoup pour compenser le manque de travail des anciens et étaient sous-payés parce que l'entreprise n'avait pas les moyens de payer en plus des anciens les nouveaux. Donc c'est un système qui n'arrivait pas à se rafraîchir et à se renouveler, qui restait bloqué sur une première couche ancienne. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune, j'avais 23 ans, et le journaliste qui arrivait juste après moi en âge avait 20 ans de plus que moi. Donc j'étais vraiment le petit jeuneau, et on m'a fait comprendre que jamais je pourrais être intégré, puisqu'il fallait que j'attende en gros 20 ans pour pouvoir être accepté dans le système. Alors moi, je m'amusais énormément parce que le domaine dans lequel je travaillais, c'était journaliste scientifique, me passionnait. Grâce à ma fonction de journaliste scientifique au Nouvel-Obs, je pouvais accéder au laboratoire, je pouvais discuter avec les plus grands scientifiques. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris, je renonce à ma carrière au sein de l'entreprise pour me consacrer au plaisir d'écrire et de faire des enquêtes. Mais l'histoire a pris fin au moment où je me suis présenté au
concours MOOM du meilleur journaliste de France et j'étais sélectionné comme finaliste. Et là, ils étaient obligés de s'apercevoir que je bossais, ça faisait 7 ans que j'étais dedans, et de m'engager ou de me virer. Et donc, ils m'ont viré parce que le système ne pouvait pas intégrer un élément nouveau. Et ils m'ont remplacé par un ancien d'un autre journal qui, dès qu'il est arrivé, a fait cette chose fantastique auquel je n'avais jamais pensé, c'était rien foutre. Et je pense qu'il y a encore. Et c'est vraiment, il a réclamé un salaire double du mien et il ne faisait rien. Et il disait, par contre, il prend son temps pour faire bien les reportages. Et je ne comprenais pas cette idée qu'on remplace un journaliste qui travaille et qui est sous-payé par un journaliste qui ne travaille pas et qui est surpayé, jusqu'à ce que je découvre la loi de Parkinson. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle Parkinson, qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, mais qui s'est aperçu que plus une entreprise grandit, plus elle a tendance à engager des gens incompétents surpayés et virer les gens dynamiques sous-payés. Et il y a une logique derrière ça, c'est qu'un incompétent surpayé va tout faire pour stabiliser l'entreprise et tout faire pour que ça ne bouge pas, précisément parce qu'il sait qu'il y a une place qu'il ne mérite pas. Par contre, un dynamique sous-payé va forcément avoir envie de faire bouger les choses, donc de remettre en question le système, donc il y a un risque de déstabiliser l'entreprise. Et en effet, j'étais un élément gênant dans Miops, puisque j'étais jeune, je lançais tout le temps des reportages, je travaillais beaucoup, et il y avait le fait que je me sois inscrit à ce prix faisait que, en toute logique, ils ont compris que je ne voulais pas rester à ma place et que je voulais avoir un plus grand espace d'expression, donc je gênais tout le monde. Et au moment de mon départ, je me suis aperçu que tous mes collègues ne me soutenaient pas, puisqu'ils avaient compris que j'étais un emmerdeur qui voulait faire bouger les choses. Donc j'ai été viré et j'ai fait un an de chômage qui m'ont permis d'écrire mon roman. Mais je crois que cette structure, cette expérience que j'ai vécue, est une expérience que beaucoup de gens ont vécue. Même quand on regarde la plupart des jeunes créateurs célèbres, on s'aperçoit qu'ils se sont retrouvés à un moment, ils ont démarré d'un système ancien dans lequel ils étouffaient et ils ont fini par en sortir pour créer leur propre structure autonome. Et voilà, donc moi, quelque part, je remercie l'Observateur de m'avoir fait comprendre que je ne pourrais pas m'épanouir dans une grande structure, et aussi de me faire comprendre que, malgré son nom, l'Observateur était un système qui était fait pour ne pas être nouveau et ne rien observer. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote. Un jour, il y avait, pour vous dire la problématique de cette entreprise, il y avait l'un des chefs, l'un des grands chefs historiques, je ne vais pas vous donner les noms, mais qui nous avait mis une note pour signaler qu'il était parti en vacances en Grèce. Et alors qu'il était en vacances en Grèce, il avait vu que son bateau avançait la nuit. Et du coup, il s'est dit comment un bateau peut avancer la nuit sans percuter d'autres bateaux, sans toucher une île et tout. Donc il était allé voir le capitaine et il avait dit comment est-il possible que nous n'ayons pas d'accident alors que nous avançons la nuit sans visibilité? Ce à quoi le capitaine a répondu, c'est parce que nous avons un radar sur le bateau. Et donc le chef du Nouvel Obs avait demandé en quoi un radar? Est-ce que vous pouvez m'épeler le mot? Donc il avait appelé le mot radar et il avait dit, nous avait envoyé une note au service de sciences et nous avait dit écoutez, j'ai appris que ce miracle était possible grâce à un objet qui s'appelle radar. Je pense que c'est tellement nouveau et intéressant que nous devrions faire un dossier sur les radars. Pouvez-vous m'expliquer comment marche un radar qui permet de faire avancer un bateau sans visibilité? Ce à quoi nous avions répondu, les deux du service de sciences, écoutez, cette invention existe depuis la guerre de 39-40. C'est ce qui a permis d'ailleurs de repérer les bombardements des V2 et des avions allemands, mais ce n'est pas vraiment une invention nouvelle. Et ça montre le niveau d'ignorance de ces gens qui sont censés, a priori, informer les autres. Et je crois que dans beaucoup d'entreprises, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire c'est des gens fermés qui ne sont pas observateurs du monde et qui vont expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Et ça, c'est assez préjudiciable aux entreprises. Mais moi, je place mes espoirs dans les petites structures. Et je crois que l'exemple de la fourmilière, qui est l'exemple que je connais le mieux, est le meilleur exemple d'un système qui marche. Des petits groupes avec des décisionnaires locaux qui, voyant ce qui se passe sur le terrain et voyant comment ça fonctionne, sont forcément dans un système adapté
Et après, ils communiquent avec d'autres petites structures. J'allais dire une fédération de petites structures plutôt qu'un système pyramidal avec des chefs, des sous-chefs et des gens qui, au final, se retrouvent juste à régner, mais qui ne se retrouvent pas à innover ou à chercher à améliorer la structure. Ce que j'appelle, ce qui m'a semblé voir dans la fourmilière, c'est la République des bonnes idées. Des tas de gens qui proposent des tas de choses nouvelles, et après, il y a une décantation qui se fait. Mais le système de l'Obs, c'était plus personne ne propose rien, parce que tout le monde ne fait que gérer sa carrière et gérer les rapports de pouvoir de bureau. Et surtout, on a compris que personne ne veut renouveler le système ancien, puisque le système ancien, après tout, rassure tout le monde. Et oui, pas mal de choses intéressantes. Alors, d'abord, toutes nos excuses pour les ingénieurs du son qui sont en train de s'arracher les cheveux. Enfin, il y en a un qui n'en a plus de cheveux, mais qui galère quand même à essayer de vous rendre un son le plus agréable possible. Et donc, il tripote tous ses boutons depuis tout à l'heure. On lui souhaite bien du courage. On a quand même capté l'essentiel de ce que voulait nous dire Bernard. Ce constat-là de pyramide, de chef qui défend uniquement sa position et qui a des gros salaires, etc., tout ça, ça n'existe pas chez CID. Alors, chez CID, non. Mais moi, j'ai vécu ça avant. Déjà, avant CID oui, Tu peux balancer des noms? Oui, oui, je vais le faire. Ah la vache, attention mesdames et messieurs, je sais pas, non, avant ils sont pas dans la salle. Je suis auteur depuis 15 ans, mais je m'étais jamais dit que j'allais en faire exclusivement mon métier. D'une part parce que j'avais besoin de travailler dans un environnement en équipe, donc je me voyais pas rester chez moi tout le temps, même si c'est une partie du travail que j'apprécie quand j'écris. Et autant j'ai évolué en carrière et en rôle au fil des années, sur les 15 dernières années, autant ce que je vois, et c'est ça l'évolution la plus intéressante, c'est que j'ai évolué dans des structures qui réfléchissaient différemment. Donc j'ai démarré, je pense, dans des structures très classiques, sur des jobs très commerciaux, très normés, très formatés, avec effectivement un système pyramidal qui fonctionne très bien et qui est très codifié, et dont on peut pas s'extraire ou pas sortir. Et où les idées n'ont pas forcément leur place, parce qu'après tout, c'est un système effectivement qui fonctionne, donc je comprends bien ce qu'il veut dire. Et puis parce que c'est un système qui tue la prise d'initiative et l'innovation. Après, il parle assez rapidement d'un système plus vertueux, de petites équipes qui fonctionnent proche du terrain, en collaboration entre elles, et donc plus dynamique, plus agile. Mais lui a vécu aussi ce que tu racontes, c'est-à-dire des systèmes qui sont tueurs d'idées, quoi. Oui, mais en même temps, je pense que c'est une utopie de penser que dans les petites structures, ça fonctionne bien et pas dans les grosses. Oui, c'est peut-être pas aussi... pour moi, ça dépend justement de l'équipe dirigeante et de la stratégie qu'on veut mettre en place et de la culture et de la philosophie d'entreprise qu'on a. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai travaillé, moi, chez Apple, pour pas citer de nom, et voilà. Et là, la philosophie, en tout cas celle qui touche du doigt, elle est déjà plus ouverte en termes d'expérience employée. Donc c'est quelque chose dont moi j'avais jamais entendu parler avant, c'était quelque chose de très nouveau. L'expérience employée, ça voulait dire pouvoir exprimer ses besoins, ses envies, essayer de se centrer sur le bien-être de ses collaborateurs. C'était quelque chose de très nouveau. Et je me suis dit, génial, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être ça, la méthode américaine. Essayons. Qui a ses travers aussi. Hein. On sait que c'est pas parfait. Et là, pour le coup, je rejoins Bernard, c'est que, et je ne sais pas si c'est lié à ça, ou si c'est lié au fait que moi, je suis rentré chez Apple au moment où l'entreprise s'est exportée en France. En tout cas, culturellement, ça a été une expérience fascinante pendant 2 ans. Et puis après, on a commencé à revenir sur un système tel que celui dans lequel j'étais avant, tel que je le connaissais. Et donc, du coup, j'ai vécu des anecdotes même relativement similaires. Hein. Je peux vous en donner une qui va avec le radar et le chef du Nouvel Obs qui ne sait pas ce que c'est qu'un radar. J'avais envoyé un mail un vendredi soir, vous allez comprendre l'anecdote. Et donc, mon N+2 arrive le lundi matin dans le bureau devant toute l'équipe en me disant « Tu m'as envoyé un mail vendredi, est-ce que tu l'as relu avant de me l'envoyer ?» Oui. Est-ce que tu peux le relire devant moi? Donc, et devant tout le monde, parce que je vais t'humilier. Il y avait vraiment cette dimension-là. Et évidemment, ça ne s'est pas terminé comme on l'imagine. Et donc, du coup, je relis le mail et
Je m'excuse de ne pas voir ce que je suis censé voir de toute évidence. Et il me dit, il n'y a rien qui te dérange. Je dis, non, il n'y a rien qui me dérange. Il me dit, il n'y a pas un mot que tu aurais écrit qui n'existe pas. Donc là, je regarde. Pardon, excusez-moi. Et donc je lui dis, je sais plus que j'étais en CM2. Non, je ne crois pas. Mais vraiment, je me retrouve effectivement en CM2. Je me dis, alors, ce mot-là, il veut dire ça, ce mot-là, il veut dire ça quand même, a priori. Et j'avais écrit, avant de vous envoyer, parce que j'expliquais un process, et je disais, avant de vous envoyer ma prochaine salve de mail, voilà comment on va procéder. Et il me dit, le mot salve, ça te dérange pas? Je lui dis non. Il me dit non, parce que moi, je te le dis, ça veut rien dire. Et j'ai passé le week-end entier à regarder le clavier, à me demander ce que tu avais voulu écrire autour des touches S, L, S, A, L, V, E. Et donc, je me suis senti obligé de lui expliquer le plus diplomatiquement possible ce que ça voulait dire. Et même si j'ai dû reconnaître que c'est un contexte bien particulier, on ne l'utilise pas tous les jours, je me suis entendu dire oui, pourtant je lis beaucoup. Si vraiment c'était employé souvent, je l'aurais déjà vu. Donc, peut-être changer de lecture dans ces cas-là, monsieur. Mais je crois qu'en fait, ça a participé à sceller alors, c'est pas ça qui m'a donné envie de partir, mais ça a participé au tout. J'étais dans un système où on était très, pour reprendre le terme de la question, on était très cheffé, c'était très normé, malgré l'envie de faire autre chose. Et on devait rendre des comptes et, à un niveau qui était très segmenté. C'est-à-dire que quand on vient vous voir en vous expliquant de votre équipe que vous ne savez pas écrire, je me dis qu'en termes de respect, par exemple, ou de valeur, il y a quelque chose qui s'est perdu quelque part. Et je crois que ce que Bernard décrit, peut-être s'en rendre compte d'ailleurs, quand il parle de la République des bonnes idées ou de la fourmilière, finalement c'est peut-être ce qu'est l'entreprise libérée ou une partie de ce qu'est l'entreprise libérée aujourd'hui. C'est-à-dire un contexte d'entreprise dans lequel on a la place de s'exprimer, dans lequel chacun a intérêt à s'exprimer, dans lequel on ne pense pas carrière individuelle, mais on pense d'abord collectif, et dans lequel on met en avant aussi des valeurs qu'on partage. Et effectivement, chez CID, il y a cette dimension très très forte qui est rappelée très très souvent. Et je trouve que c'est très important de recoller systématiquement aux valeurs. Alors chez Apple, il y avait un truc qui s'appelait le credo. C'était un truc qu'on avait autour du cou dans un badge qui nous rappelait comment réagir en cas de conflit dans une expérience client ou même collaborateur. Mais c'était assez complexe. Et encore une fois, je pense qu'il touchait du doigt ce qui est ici. Et ici, ça a été résumé en 3 mots. Mais ce que je trouve intéressant dans la démarche, par exemple, c'est que ces mots et ces valeurs, elles ont été choisies avec les collaborateurs. Il y a quelque chose de profondément plus humain à gérer une entreprise comme celle-là. Et du coup, je pense que c'est ce vers quoi, à mon avis, on doit tendre. En tout cas, je pense que chacun a plus de possibilités de s'épanouir dans un contexte comme celui-là, dans une entreprise plus traditionnelle, ou en tout cas qui est plus le reflet d'une autre époque. Là où ça devient piège, parce que pour avoir accompagné pas mal d'entreprises de tout type, d'ailleurs services comme industrie, dans la définition de leurs valeurs, c'est pas suffisant. J'ai l'impression, c'est qu'on peut avoir des entreprises très pyramidales qui se disent ouais, on est trop pyramidal. Il faut qu'on fasse un truc collaboratif pour définir nos valeurs. Et donc, ils font une journée, voire 2 de séminaire avec des post-it et puis des t-shirts de couleur par équipe. Et puis, ça phosphore et tout. Il y a des consultants qui viennent réfléchir, travailler. Des fois j'en suis. Et on accouche de 4 ou 5 valeurs. Alors, il y aura transparence, il y aura respect, il y aura professionnalisme, mais il y aura bienveillance aussi. Il y aura centré sur l'humain, etc. Et parfois, ça suffit pas. Non, mais ça suffit pas parce qu'en fait, ça peut pas fonctionner que comme ça. Il faut que ce soit un projet collectif qui se vive au quotidien, pas quelque chose qu'on fait sur 2 jours, qu'on initie, et puis une fois que c'est fait, ça y est, on se dédouane, on l'a fait, on sort de notre système pyramidal classique, on a mis en place des valeurs et tout le monde s'est habillé en rose ou en bleu pour le faire. Ça marche pas comme ça. C'est un projet collectif commun, ça doit se vivre au quotidien, ça demande de faire preuve de beaucoup d'imagination. Beaucoup de narration aussi dans l'entreprise. Et oui. Il y a une vraie dimension de... vous ne pouvez pas faire les choses juste parce que vous ne voulez pas être autre chose. Il faut que ce soit beaucoup plus grand que ça. Et donc, pour ça, il faut avoir des histoires à raconter, il faut avoir des choses à dire. Et on ne peut pas juste organiser un design thinking en disant « Ok, on va mettre des post-it et on va sortir des idées ». Ça ne marche pas. Ok. Je suis content qu'on partage cette idée.
Ben, moi aussi. parce que c'est la mienne. Parce que j'étais persuadé que c'était la mienne. Non, c'est Ah, non. d'accord, Alors ok, non, très c'est la mienne. Ça, c'est un autre truc dont on parlera sans doute un autre jour dans la paternité de l'idée. Très bien. C'est souvent un truc qui tue l'émergence d'idées d'ailleurs. Mais on va pas en parler là. Juste pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Levez la main ceux qui ne connaissent pas l'homme qui parle à côté de moi. Ok. Moi-même, je me cherche encore. Ouais. Alors, est-ce que du coup, en une phrase, parce que tu sembles avoir une très bonne connaissance de ces organisations, mais tu as quand même glissé au début de ton propos que tu écrivais depuis 15 ans. Je donne juste, pour ceux qui ne le savent pas, un indice. Bernard, le mec qu'on a vu à la télé, qui écrit des bouquins, tout ça, il est fan de son travail. Bim. Si c'était le mien, je ferais un drop the mic, mais ça coûte cher. Ouais, j'ai hésité, j'avoue. Ouais, toi aussi ouais, non. Eh bien, voilà, ça se pose là. Et je dirais quoi? Que tu es une sorte de référence dans le domaine Jules Vernien? Oui, c'est toujours délicat de répondre oui parce qu'il y a un Oui, petit parce côté... que c'est ça. Oui, bien sûr, Oui, évidemment, je suis Jules c'est Vernien. normal. Pourquoi on n'est même pas obligé de le dire normalement. Oui. Oui. Comment Oui, ça, vous oui, le saviez pas? Je suis effectivement auteur d'une biographie qui est la dernière en date, qui est récente, sur Jules Verne, qui s'appelle Testament d'un excentrique. Je suis également auteur de bande dessinée depuis 15 ans. Je suis également scénariste de jeux vidéo et de dessins animés. Donc on va dire que mon... Et ton lien avec Sid? Et du coup, il y a un studio d'animation, entre Voilà. autres chez Sid, qui développe des dessins animés. Et je m'occupe de gérer ce studio et d'écrire. Mais parce que je crois que j'ai besoin de ça. C'est ma manière de m'exprimer, c'est de raconter des histoires, de les écrire, de développer des projets. Et c'est comme ça que je vis. Et je ne pourrais pas me passer du boulot que j'ai ici, parce qu'il y a le contact avec les équipes, il y a les projets qu'on développe, comme je ne pourrais pas me passer de mon boulot d'auteur à côté, qui demande justement de faire l'effort d'un peu de solitude, ce qui n'est pas forcément mon caractère premier, et qui demande aussi l'effort de se poser, ce qui n'est pas non plus. Et puis il y a toujours une dimension hyper enrichissante à aller rencontrer son public, ses lecteurs. Ouais. Voilà. Et il se trouve qu'effectivement, on se connaît avec Bernard depuis quelques années. Et pour la petite anecdote, je ne savais pas que tu en avais eu vent. Donc je ne sais pas qui a dit ça. Mais sur un salon, il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, il est venu me voir, il m'a dit « Mais c'est toi qui fais ce livre sur Jules Verne ?» Alors il faut savoir que Jules Verne est l'un des auteurs qui a influencé Bernard dans son écriture. Et tu je lui as dis oui. répondu, c'est toi qui fais les trucs sur les fourmis? Voilà, exactement. Ouais. Il m'a dit oui, très bien. Je lui ai dit c'est pas mal, hein. Tu devrais continuer. Ouais. Très bien. Ouais, ça a marché. Voilà, bah, C'est et en tout cas, il s'est senti encouragé, ça m'a fait plaisir. Tu Ouais. vois, je sens qu'il Mais il tu avait peux- besoin de ça. Et donc, juste, tu as fait une école supérieure d'histoire ou toi, c'est quoi ton parcours? Tu viens d'où? De Je- là-bas. Alors Oui. là, plus pas là-bas. Non, je viens de la région parisienne au départ. J'ai fait une fac de cinéma. Ok. Je voulais faire du cinéma. Très vite, je me suis rendu compte que... Bravo, bel échec. Ouais, exactement. Ouais. Pardon. Très vite, je me suis rendu compte. Et là, j'ai envie de pleurer. Du coup. Très vite, je me suis rendu compte que j'allais laisser tomber le storyboard parce que même les Monsieur Patate, je ne sais pas les dessiner. La réal, ça me plaisait, mais je me suis trouvé quelque part là, en train d'écrire des histoires et de les raconter, avec des gens qui s'amassaient autour pour écouter les histoires. J'étais très fan toujours des histoires qui font peur. Voilà, moi, je suis très le feu de camp, les histoires qui font peur et les gens qui dorment pas après et qui m'insultent le lendemain matin en me disant à cause de toi, j'ai pas dormi. Et c'est comme ça que c'est venu. Et puis, et sinon, j'ai un profil plutôt très commercial au départ. Ok. Donc, j'ai été sur le terrain pendant très longtemps. Et il se trouve, comme il n'y a pas de hasard, hein, que l'un de mes premiers jobs qui a duré quelques années, c'était je bossais pour un diffuseur de bande dessinée. Ok. Donc, voilà. D'accord. Voilà, comme ça vous avez le CV du bonhomme. Deuxième question. Oui, parce que Bernard s'impatiente dans sa télé. Et puis on a tous très envie de réécouter le bruit du percolateur. Voilà, donc préparez vos esgourdes. Ça va chauffer un peu. Ça va peut-être vous réveiller aussi. Prise de risque. Ça, c'est ça la question. Et oui, la prise de risque, ça parle aux entrepreneurs. Mais est-ce que ça parle à un auteur? Eh bien, on lui a posé la question. C'est la réponse de Bernard. Parce que je crois que chaque être humain est à la recherche de son propre potentiel.
Et la seule manière de savoir ce qu'on vaut, ce qu'on est capable de faire, c'est de se confronter à l'inconnu. Se confronter à l'inconnu, ça veut dire sortir de la zone de confort, sortir du monde des habitudes, des routines, pour aller dans la zone d'inconfort et de risque. L'exemple le plus flagrant, c'est Christophe Colomb, qui mérite vraiment d'être étudié en dehors de sa légende. C'est quand même un type qui, à un moment, dit on part vers l'ouest. Moi, j'ai l'intuition qu'il y a l'Inde, et je suis prêt à investir mon temps, mon énergie et toutes mes qualités pour vérifier cette théorie. Donc, cet esprit de prise de risque totale, parce qu'il y a quand même des mutineries sur le bateau, et à un moment, ils n'y croyaient plus. Ça a été une expérience physique, c'était une expérience politique, une expérience économique. Il a dû convaincre des gens, il a dû monter une entreprise, il a dû choisir un équipage. C'est la manière de fonctionner des gagnants. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'ont fait les autres, proposer autre chose, prendre un maximum de risques et après se battre pour son idée, quitte à se planter. Et quand on se plante, au moins, on sait s'il fallait faire la chose, on sait... on apporte déjà une expérience pour les autres. N'allez pas par là, c'est dangereux, et au final, on ne trouve rien d'intéressant. Mais c'est sûr que ceux qui ne bougent pas, qui restent chez eux, et qui ne font que répéter ce qu'ont fait leurs parents et ce qu'ont fait leurs collègues, eh bien, eux, ils ne vont pas avoir de problème, mais là, ils ne vont pas faire avancer les choses. Là, donc, il nous parle de Christophe Colomb. Oui, il y avait un peu de risque. Le mec ne savait pas ce qu'il allait trouver au bout de la mer. Il s'est dit, je vais y aller quand même. Toi, en tant qu'auteur, est-ce qu'il faut forcément prendre des risques pour alimenter son imaginaire ? Alors, pour alimenter son imaginaire, non, pas forcément. En revanche, il y a une part de prise de risque qui est indispensable pour pouvoir faire ce métier longtemps. Moi, j'ai refusé de prendre... Je vais partager avec vous une anecdote très personnelle. J'ai refusé de prendre ce risque pendant des années. Et donc, pendant des années, je n'ai fait, pour éviter de prendre le risque d'être tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire soit d'avoir une carrière, on va dire, commerciale, soit d'être auteur, j'ai choisi de ne pas choisir. Parce que déjà, un choix, en fait. Et du coup, j'ai fait les deux. Et en fait, je me suis, en me disant, comme ça, je ne risque rien. Mais j'ai une famille, j'ai 2 enfants à ce moment-là, et puis c'est beaucoup plus simple, je ne prends pas de risque. Et en fait, je me suis aperçu que bien plus tard, que c'était ça le risque que je prenais, c'était de faire ce choix-là. Et du coup, on s'est séparés, j'ai dû laisser mes filles, et j'ai payé très cher le risque que j'ai pris, sans me rendre compte que c'en était un. Et donc du coup, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais chez Apple à ce moment-là, que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça me sert de leçon ? Est-ce que je me dis que je peux plus continuer cette voie-là ? Et c'est là que j'ai quitté Apple et que j'ai décidé de ne devenir qu'auteur. Donc c'était un gros risque pour moi. C'était compliqué, ça nécessite beaucoup de travail et puis c'est un gros changement de vie. Vous travaillez tous les jours en équipe avec plein de gens dans une structure complexe qui vous porte, qui a tout ce côté rassurant justement d'une structure qui vous projette en vous disant il y a des perspectives d'évolution, enfin la vie d'une entreprise en fait. Et puis une belle entreprise en l'occurrence, c'était une belle entreprise, c'est toujours le cas. Et à côté de ça, vous vous retrouvez tout seul chez vous devant votre bureau et là effectivement vous êtes dans le risque maximum. Et Bernard, je pense, lui, pour en avoir discuté avec lui, c'est vrai que c'est quelque chose qui le motive. Moi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui s'est plutôt révélé être un frein pour l'imagination, pour la créativité. Parce que feuille blanche, parce ouais, que feuille blanche, changement et perte de tous ces repères-là. Ouais, beaucoup de repères perdus, et du coup, j'étais pas capable. J'étais à ce moment-là pas capable du tout de créer comme je le faisais avant, ni même autant, ce qui était paradoxal, puisque je n'avais plus que ça à faire dans l'absolu. Parce que justement j'avais plus suffisamment de côté rassurant. Enfin j'avais plus ce cadre-là qui finalement me rassurait beaucoup. Et surtout je bossais plus en équipe. Et ça a été une vraie problématique pour moi aussi en termes de créativité et d'imagination. Je me suis aperçu que le vrai enrichissement il vient des autres.
Alors, j'étais persuadé à l'époque que ce que je lisais, ce que je voyais, ce que je regardais, ce à quoi je jouais, ça suffisait largement. C'est une erreur, c'est une véritable erreur. On se nourrit des autres, beaucoup, dans les échanges qu'on a avec les autres, que ce soit à la fois dans l'écriture ou simplement dans les discussions au quotidien. Et j'avais perdu ça. Et donc j'ai pris le risque de le faire. Et puis ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Et puis du coup, je ne dirais pas que j'ai fait machine arrière, j'ai choisi une autre voie qui est celle d'entreprendre. Et qui n'était de toute façon pas possible si tu n'avais pas fait ce choix. Exactement. Je ne serais jamais devenu entrepreneur si je n'avais pas d'abord pris ce risque-là. Donc peut-être que d'un certain côté, effectivement, le risque que j'ai pris à ce moment-là m'a permis de découvrir que la voie qui était la mienne, c'était celle-ci. Merci pour cet instant, Laurent Boyer, qui est pour le coup là aussi très... Les gens attendent ça, des histoires, des anecdotes personnelles. C'est comme ça. Et ils sont là, ils attendent qu'on parle de notre vie. J'ai vu quelques larmes. Donc, oui, bah, j'ai vu aussi que certains étaient touchés. C'est d'ailleurs l'instant que nous choisissons, Pierre, pour déjà faire un retour sur qu'est-ce qui se passe donc sur les internets. Sur les internets, beaucoup de choses. Alors justement sur ce que vous venez le sujet dont vous venez de parler, avec cette magnifique phrase, on se nourrit des autres. Jean-Luc Collomb, le descendant de Christophe, nous raconte que d'ailleurs, son d'ailleurs lui a raconté que c'était littéralement vrai sur ces bateaux. On se nourrit des autres. Des autres, Voilà, c'est quand même important de rappeler. Mais, Xi Jinping qui nous rappelle, pour nous dire oui, les grandes structures c'est dangereux, lol. Voilà. Un petit message également de la Manif pour tous qui nous indique que si vous avez besoin de t-shirts roses et bleus pour vos séminaires, ils ont du stock inutilisé. N'hésitez pas à les contacter. Oui, il y a juste un papa et une maman dessus. Voilà, faut pouvoir faire avec. Voilà, on peut peut-être se débrouiller. Ouais. Et enfin, un dernier message de l'Obs qui nous signale son dernier numéro sorti en kiosque. Comment les francs-maçons nous cachent l'existence des salves de radar. D'accord. Mais on va le lire, on va l'acheter. Merci Pierre. Merci pour ce... Ouais, ça bouge. Ça bouge tellement vite les internets. Merci à tous ces gens de nous suivre en direct. Et merci Rémi. On continue avec une troisième question pour Bernard. Paf, on tape dans l'imaginaire encore une fois. On lui a dit qu'aujourd'hui, et c'était un constat, on a beaucoup de technologie, beaucoup de data pour combler nos besoins. Et parfois, on se dit qu'on en a même trop par rapport à nos usages. Donc, comment est-ce qu'on imagine le futur avec ce contexte-là? Comment imaginer plus ou mieux ou hors de la technologie? Et on va écouter sa réponse avec toujours le bruit du café. Alors, tout d'abord, on ne va pas être sauvé par nos outils. Un marteau, ça peut servir à fracasser un crâne ou construire une cabane. Donc l'informatique est le dernier outil qui existe, mais il n'est ni maléfique ni bénéfique. Il est ce que les gens qui le programment auront voulu que ce soit. Si on veut utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler les gens façon 1984, ce qui se passe actuellement en Chine, le logiciel va faire le travail et donc l'homme va avoir sa liberté réduite du fait de l'informatique, mais ce ne sera pas l'informatique. Ce sera les personnes qui ont décidé que ça allait être l'usage des ordinateurs. Ce qui va définir l'usage de l'outil, c'est la mentalité. Et la mentalité, c'est on fait un programme pour que ça fasse du bien, pour que ça fasse du mal, pour que ça donne des libertés, pour que ça donne de la créativité, ou pour que ça donne du contrôle, pour que ça donne des amendes, pour que ça donne de la prison. Je me rappelle, j'ai un ami qui avait construit un système d'intelligence artificielle d'aide à la décision en psychiatrie. Et en fait, ce que les gens qui allaient en psychiatrie ne savaient pas, c'est que c'était un logiciel d'intelligence artificielle qui allait décider s'il allait être interné ou pas. Est-ce que c'est le programmateur qui est responsable? Est-ce que c'est l'hôpital qui a décidé de lancer le programme qui est responsable? Est-ce que c'est notre société qui est responsable de ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Tout ceci n'est pas vraiment défini. Par contre, dès le moment où il y a une mentalité qui est en vue d'une forme d'humanisme, en vue d'une forme de l'amélioration du bien-être des autres, ça va automatiquement se ressentir dans l'outil. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter la créativité des gens. J'utilise l'intelligence artificielle pour augmenter ma créativité. Je joue par exemple contre un logiciel de jeu d'échecs qui m'améliore ma capacité à inventer de nouveaux scénarios pour vaincre les échecs, pour vaincre mon adversaire aux échecs. J'utilise des systèmes
artistiques pour faire de la musique, pour faire des dessins, et tous ces systèmes améliorent toute ma créativité. Donc ce n'est pas un logiciel qui est bienveillant ou malveillant, c'est la manière dont on offre un outil qui permet de s'améliorer ou pas qui va définir la chose. De même, la politique, il pourra y avoir un jour un logiciel d'intelligence artificielle qui gère les gens à la place d'un président de la République, d'un maire ou d'un gouverneur, et qui fasse du bien. De même qu'il peut y avoir un système d'intelligence artificielle qui va réduire les libertés. Il peut y avoir un Matrix, il peut y avoir une sorte de dictature des robots, comme il peut y avoir des robots qui, au final, vont permettre de créer une politique plus généreuse envers l'humain, plus libératrice. L'outil n'est qu'un outil. L'informatique n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est à nous d'utiliser ce moyen pour faire du bien ou pour faire du mal. Bon. Moi, je pratique la méditation le matin au réveil, tout simplement déjà pour nettoyer le disque dur de mon cerveau. Si j'enchaîne direct sur mes rêves avec les informations, avec l'écriture, c'est un peu brûlant. Parce qu'il anticipe un peu ma réponse sur ma question sur la spiritualité. Et avant de parler de spiritualité, je veux juste avoir ton retour à toi, auteur, scénariste, créateur d'histoires. Est-ce qu'il y a un algorithme pour faire des bonnes histoires ? C'est quoi ton rapport, toi, à la techno ou à trop de techno ? Alors, je partage ton avis sur certains points. Je pense que la technologie a cet avantage de nous permettre de nous libérer du temps de pensée et de créativité, du coup, par défaut, en nous facilitant la tâche sur des calculs, de l'assemblage, de l'artistique, ou en nous rendant plus performants. Ça dépend, encore une fois, effectivement, les usages qu'on en fait. Je viens de perdre complètement le fil de ma pensée, du coup, en disant ça. C'est pas grave. Ton rapport à la techno, ton rapport oui. à la création d'histoires ou à la créativité en général. Et il y a effectivement, depuis un certain nombre d'années, une certaine quantité de logiciels qui doivent très certainement tourner sur un certain nombre d'algorithmes qui permettent, alors j'imagine en ayant un peu comme c'était suggéré tout à l'heure lors de la conférence sur l'intelligence artificielle, qui ont sûrement appris la manière dont on construit un scénario. Moi-même, j'enseigne le scénario dans une école, donc il y a effectivement des codes dont on ne peut pas se détacher. En tout cas, il faut pouvoir les apprendre pour pouvoir ensuite les casser. Mais ça fonctionne dans cet ordre-là. La vérité, c'est qu'il y a ces logiciels qui proposent automatiquement une manière de construire une histoire pour avoir de la consistance, l'introduction au bon endroit, le climax au bon endroit, le rebondissement au bon endroit. Et j'y crois pas. J'y crois pas, mais je pense que c'est une super source d'inspiration parce qu'il y a quelque chose à raconter dessus. Donc je crois pas que ça permettra d'écrire de bonnes histoires. En revanche, le fait d'écrire une histoire sur un algorithme ça peut être une qui super inventerait histoire. des histoires, ouais, ça pourrait être une super histoire. Mais c'est pas inintéressant. Disons que ça a le mérite d'exister. Je pense qu'il faut pas aller contre du tout. En tout cas, il faut s'y intéresser, puis il faut garder un œil dessus. Il y a sûrement de bonnes idées qui peuvent venir de là. Là, spontanément comme ça, je ne crois pas à l'idée géniale qui fabrique le roman génial entièrement écrit, pas pour l'instant en tout cas. Je ne présage pas du futur. En revanche, de très bonnes idées qui peuvent sortir de là parce que justement, tout à l'heure quand je parlais du fait de travailler à plusieurs, ça offre cet avantage, et c'est le cas dans une entreprise aussi, hein, ça offre cet avantage d'explorer chaque sujet à partir de différents points de vue. C'est exactement la même chose. Et je crois que ces logiciels-là en particulier, ou l'intelligence artificielle, avec justement les défauts qu'elle a aujourd'hui, l'imprécision qu'elle a aujourd'hui, elle va permettre de sortir des idées ou de générer des processus de pensée qui sont tellement presque entre guillemets à côté de la plaque qu'ils vont en devenir hyper intéressants. Donc du coup, ça peut être un super outil, mais en l'état. Ouais, en le détournant, quoi. Dans un cercle de créativité, avoir un robot qui va balancer tout un tas de conneries, ouais. Ça peut alimenter les autres pour avoir eux des bonnes idées. On a fait l'expérience hier au studio. On a pris nos téléphones et on a essayé de s'envoyer des messages sans les écrire. Je m'explique. On prend le téléphone et vous avez des suggestions automatiques de mots, alors que vous n'avez même pas tapé une lettre. Hein.
et vous appuyez que sur la touche du milieu pour voir ce qui va se passer. C'est assez fun à Et faire. l'intelligence artificielle vous génère des phrases qui au début seront très logiques, très cohérentes, même si ce n'est pas forcément le message que vous souhaitez envoyer, et qui d'un coup partent complètement en vrille. Et c'est super intéressant. Au bout du 5e, 6e mot, Ouais, ça part en cacahuète. Et c'est pour ça que je dis c'est encore très imprécis, mais en revanche, c'était drôle. Et du coup, ça a le mérite déjà d'offrir quelque chose en termes d'émotion. Le plaisir, toujours, hein, le plaisir, le fun. Mais voilà, détourner la techno, ça peut être aussi une bonne source de créativité. À partir du moment où ça génère de l'émotion, en tout cas, c'est bien. Ok, merci. On va reprendre la vidéo de Bernard qui nous parle cette fois-ci de lui, comment est-ce qu'il fait. Alors là, on s'éloigne de la techno, mais on a trouvé intéressant de l'interroger sur comment est-ce que lui, justement, quel moteur interne, comment il s'appuyait sur cette spiritualité pour alimenter son imaginaire. Et on l'écoute. Donc je crois à la méditation comme moyen de rebooter tous les matins l'ordinateur, le mettre au propre. Je crois que dès le moment où on commence à méditer, on s'intéresse un peu à ce qui se passe à l'intérieur de son corps, puis à l'univers extérieur. Et il y a cette idée que le bonheur, c'est presque un concept issu de la pratique de la méditation, c'est que le bonheur, c'est un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie. Dès le moment où on pense à ça, cet équilibre entre le milieu intérieur et extérieur, naturellement, on a envie d'être propre à l'intérieur et vivre dans un univers propre. Donc on va déboucher sur la spiritualité et sur une envie d'un écosystème qui fonctionne. Mais ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin d'être vert, on n'a pas besoin d'être écolo pour faire ça. L'homéostasie présente aussi un intérêt, c'est qu'on n'est pas stressé. C'est-à-dire si on a une bonne conscience de ça, c'est-à-dire que notre bien-être dépend d'un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur, on commence à repérer tous les endroits où on est stressé. Donc par exemple, une lumière de néon, auquel on ne fait plus attention parce que tous les collègues se sont habitués à ça, dans un open space, qui arrive souvent. Mais dès le moment où on est attentif à son monde intérieur, on se dit, ça a l'air de rien, mais cette lumière me trouble. Donc on peut aller voir son chef pour lui dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une lumière jaune plutôt qu'une lumière blanche? Après, on peut faire attention, est-ce qu'on peut avoir des meubles différents? Est-ce qu'on peut avoir des écrans différents? On devient attentif à son propre bien-être et au bien-être des autres. Il y a une chose même qui devient évidente avec ce concept d'homéostasie, c'est qu'on a intérêt à ce que ses collègues soient de bonne humeur, rien que pour qu'ils ne parasitent pas avec leur mauvaise humeur. Donc on a intérêt, je sais pas, en venant au boulot, d'amener des croissants pour détendre tout le monde, à offrir un café, à poser la question comment ça va, ou poser des questions sur la famille, rien que pour que les gens soient un peu plus souriants et qu'on ne soit pas entouré d'un univers de gens qui tirent la gueule. Quand on prend le métro, moi j'ai arrêté de prendre le métro à cause de ça, on voit des tas de gens qui ont l'air tristes dans leur métier et dans leur famille, et qui tirent la gueule, c'est-à-dire qu'au repos, ils mettent une sorte de mal-être. Eh bien, il faut se débrouiller pour que dans son lieu de travail, ce ne soit pas comme le métro, on soit entouré de gens souriants. Mais j'allais dire, c'est son intérêt propre. Donc par égoïsme, on a intérêt à ce que les autres, notre entourage proche, se sentent mieux. Est-ce que c'est pas un problème de riche, cette question de la méditation et de oui, c'est bien. On aimerait bien tous avoir des collègues qui sont de bonne humeur. On aimerait bien tous être dans un job qui nous plaît à fond parce que c'est notre passion. C'est pas si simple que ça, non? Non, c'est pas simple, mais il a raison. Le constat est bon. Mais en fait, il y a une vraie question qui est de l'ordre de la remise en question personnelle. Derrière, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Est-ce que le système de cette entreprise fonctionne bien pour moi? La question, c'est pas une remise en question de l'entreprise, en vérité, c'est une remise en question personnelle. C'est est-ce que moi, je suis à ma place? Est-ce que ce que je veux faire dans la vie, est-ce que ce à quoi j'aspire, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que tout le monde a la capacité non plus à faire ce qu'il a envie, sinon ce serait peut-être même l'anarchie, hein, je ne sais pas. Maintenant, je trouve que c'est à la fois utopique et à la fois génial d'aspirer à ce que les autres soient heureux, en fait.
Même si effectivement derrière il y a un certain égoïsme. Si les autres sont heureux, forcément je le suis. Après, ce qu'il dit pas, et peut-être qu'il n'en a pas conscience parce qu'il est parisien, mais peut-être que c'est Paris aussi qui fait ça. Je sais pas. Moi, j'ai vécu à Paris longtemps. Je faisais la gueule dans le métro et je fais pas la gueule ici. Donc, du coup, je me dis que peut-être l'air de Nantes a quelque chose aussi, voilà, de positif. Et puis ensuite, il y a une question. Effectivement, c'est peut-être un problème de riche, mais il y a aussi une question générationnelle. La manière dont lui perçoit le monde, c'est de se dire. Je vais prendre un temps de méditation, je vais faire un repos sur moi, etc. Et l'air de rien, même si je ne suis pas de la génération ultra Internet et connectée qui est celle de mes enfants, je suis quand même sûrement beaucoup plus connecté parce que j'ai grandi avec que lui ne l'a été, et pour cause. Il n'y avait pas ça quand il était enfant. Et alors moi, je fonctionne exactement à l'inverse. Et je me demande si c'est pas un mal aussi. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de ne pas me déconnecter jamais pour pouvoir me mettre en processus de créativité. C'est-à-dire que si jamais déjà, je pense que je suis incapable de faire une pause. Je crois que ma femme me dit tous les jours, mais essaye de rien faire pendant 5 minutes. Je dis, mais pourquoi ? C'est une perte de temps. Pourquoi ne rien faire ? Je pourrais prendre ces 5 minutes pour faire quelque chose de génial, justement. Voilà. Sachant qu'elle me dit, mais ne rien faire, c'est génial. Je ne suis pas convaincu encore. Mais peut-être ça viendra. Toujours est-il que, justement, j'ai besoin de rester connecté en permanence, j'ai besoin de nourrir mon cerveau en permanence. Et on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui paradoxalement le met en pause. C'est-à-dire quand vous êtes en permanence en train d'écouter ou de voir quelque chose, à un moment donné, vous décrochez. Et là, vous avez un processus d'imagination et de créativité qui commence, mais qui a été amorcé ou lancé par quelque chose d'autre. C'est un petit peu artificiel, mais enfin, il y a de l'idée là-dedans. Et si vous le faites dans un univers dans lequel, et c'est le cas nous au studio, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme vous, et où du coup tout le monde est heureux de fonctionner comme ça, du coup c'est sympa. On revient sur la problématique du bonheur dans son travail. C'est ça, et puis alors je me permets juste une réflexion, parce qu'on entend beaucoup parler de happiness manager dans les entreprises, ou ce genre de choses, on me pose beaucoup la question aussi, et pour être tout à fait sincère, j'y crois pas trop en tant que tel, c'est-à-dire que c'est tellement subjectif le concept de bonheur, et c'est tellement personnel, que quelqu'un qui soit là pour essayer d'améliorer le quotidien, essayer d'apporter du bien-être à tout le monde, oui c'est une évidence, le concept de chef du bonheur ou d'happiness manager, je trouve ça un peu surfait et un peu échaudé comme terme, parce qu'il y a vraiment une dimension je vais être capable de vous apporter du bonheur, oui, sauf que le bonheur pour moi c'est peut-être pas du tout le même que pour toi, et voilà. Mais il n'y a pas ça chez Sid. Non, chez Sid, mais non, mais c'est parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps et que je posais la question. Je ne sais pas, ils doivent être en train de boire des coups. Non, il n'y a pas. Non, il y en a encore là-haut qui sont avec nous. Mais ils sont heureux, regarde, ils sourient tous. Là. Oui, ils sont en rang comme dans le métro, t'as vu ? Ouais, mais ils ont l'air très heureux, c'est vrai. Ok, merci pour ça. On continue. Cette fois, on a interrogé Monsieur Bernard sur son rapport également à la nature. Est-ce que ça peut être aussi une source d'inspiration et de créativité ? Et on l'écoute. Il me semble que l'un des problèmes du mal-être de l'homme moderne vient du fait qu'il s'est coupé de la nature. Dès le moment où on vit dans un univers de béton, de plastique, de polystyrène, de métal et de verre, les vibrations sont des vibrations dures. Et il y a un moment, il faut se couper de ces vibrations dures pour se rappeler qu'on n'est qu'un animal au milieu de la nature, donc on a intérêt à revenir dans la nature. Et l'une des choses qui me semble émettre le plus de bonnes ondes, ce sont les arbres. Donc il y a un ressourcement nécessaire à marcher sur de la terre et respirer de l'air rempli d'éléments végétaux et se connecter aux arbres. Il y a un moment, quand on écoute justement son monde intérieur, on perçoit donc toutes les mauvaises ondes, que ça vienne des téléphones, que ça vienne des écrans, que ça vienne du bruit ambiant, du bruit par exemple des voitures. Et une fois qu'on a analysé ça, on arrive forcément à la conclusion, il faut que je trouve des endroits où il n'y a plus ces ondes. Donc plus d'écran, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de voitures qui sont tout le temps en train de démarrer. Et ça, c'est la forêt. Le ressourcement en forêt, pour moi, c'est l'endroit où on va se nettoyer
de manière modulaire. Je n'ai pas d'explication scientifique à ça, mais je sais que si je me coupe longtemps de la nature, au moins quelque chose ne va pas chez moi. Et il y a 2 expériences qui me semblent les expériences philosophiques les plus fortes. C'est marcher en forêt, et la deuxième, c'est regarder un ciel qui ne soit pas perturbé par des lumières parasitaires. Ça devient de plus en plus difficile d'aller dans des endroits où on voit la nuit avec les étoiles. Mais quand on voit avec la nuit avec les étoiles, on comprend tout de suite qu'on est un petit être sur une petite planète, dans un coin de l'univers, mais que ce n'est pas là que tout se passe. Il se passe d'autres choses ailleurs qui peuvent être intéressantes, et ça relativise tout. Quand vous prenez la tête avec un contrat qui n'a pas été signé, et que vous regardez les étoiles, vous dites, bon, pas grave. Même ça peut permettre de supporter beaucoup de stress. Le fait de tout le temps se rappeler qu'on est qu'un petit être éphémère sur une petite planète, et les enjeux véritables sont autres que le métier, la famille et la bourse, les bénéfices. Il y a autre chose ailleurs de plus important. Et je crois qu'on devrait apprendre, il serait intéressant pour les gens d'entreprise d'apprendre à respirer, à fermer les yeux et se ressourcer, être à l'écoute de son corps et tout le temps se rappeler on est un animal parmi d'autres qui vit dans la nature, et notre grande chance c'est d'être vivant actuellement, mais l'entreprise n'est pas tout, la famille n'est pas tout et l'argent n'est pas tout. Et si on veut trouver le bonheur, c'est une sérénité qui ne peut pas s'acheter sur Internet et qui ne peut pas être procurée par les supérieurs hiérarchiques. C'est une sérénité qu'on ne peut trouver qu'entre soi et soi. On se répond à cette question, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Et qui suis-je? Et quelle est ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je fais là? Et ça m'a l'air revenir à l'essentiel. Je crois que c'est important de se rappeler de ce qui est essentiel, savoir cette énergie de vie qui nous traverse. Et ce qui est accessoire, c'est l'agitation d'un monde moderne qui veut tout le temps nous empêcher de réfléchir pour nous faire consommer. Et qui nous a dit, vous allez être heureux dans la consommation, vous allez être heureux que dans la carrière, et qui nous a fait oublier que non, c'est pas ça. Être heureux, c'est comprendre qui on est et ce qu'on fait là. Merci Bernard Richenoux. Il y a un côté très vrai et en même temps qui remet assez philosophique, mais qui remet pas mal de choses en cause dans ce qu'il dit. Lui, je pense qu'il est aussi, il a sa pyramide de Maslow à lui, je pense qu'il est tout en haut. Donc pour les gens qui sont tout en bas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont dormir le soir et s'ils vont avoir à manger. Cette problématique de se rappeler qu'on est un homme dans un système capitaliste qui vous écrase, à quel moment on fait comprendre à ces personnes-là que c'est ça l'important? Comment on fait? Et puis la deuxième question, c'est... on va déjà répondre à celle-là. Ça me paraît bien déjà de commencer par ça. Ouais. Parce que oui, comment ne pas être d'accord avec... oui, c'est important de se rappeler. C'est impossible de ne pas être d'accord. L'application en elle-même, elle est extrêmement complexe, voire quasi impossible. C'est aussi impossible de ne pas être d'accord que de le mettre en pratique. Je pense que là, ce qu'il essayait de dire, c'est voilà ce à quoi on aspire. Mais effectivement, c'est là un peu le paradoxe. Il faut être arrivé à un certain niveau de confort pour pouvoir penser comme ça et mettre en application ça. Et pour atteindre ce confort, on sait que il y a quelques étapes qui sont un peu galères à franchir pour 80% des habitants de la planète. C'est ça. En revanche, pour recentrer le débat sur quelque chose qu'il a dit malgré tout qui est faisable, alors peut-être même pour les Parisiens, aller se balader en forêt, c'est quelque chose qui est faisable. Oui. Mais juste la reconnexion à la nature et derrière avec le droit à la déconnexion aussi, en fait. C'est vrai qu'il y a une dimension qui est de plus en plus prégnante dans notre société aujourd'hui, qui est de dire, et surtout en particulier dans un monde de chefs d'entreprise, qui est on ne déconnecte jamais. Et en même temps, ce serait fou de déconnecter s'il se passait un truc grave. C'est vrai, s'il se passait un truc grave dimanche après-midi.
Et ben, moi, j'ai fait ça pendant des années. Et un dimanche soir, il s'est passé un truc grave. On m'a dit de partir et j'ai laissé mes filles. Juste la remise en perspective, elle est là aussi. Oui, il y a toujours des raisons de laisser son téléphone allumé. Et je suis le premier à pas l'éteindre. Oui, il y a toujours des raisons de ne pas déconnecter. Oui, il y a toujours des raisons de rester à la maison finalement parce qu'il y a un mail hyper important à envoyer. Alors moi, je ne suis pas aussi connecté que Bernard avec la nature. Je ne vais pas parler aux arbres. Mais en revanche, je reconnais que s'installer sous un ciel étoilé, pourvu qu'on ait la chance de pouvoir en voir un, ce qui est quand même pas rien, parce qu'avec la pollution lumineuse aujourd'hui, c'est pas un contexte dans lequel on peut se trouver facilement, paradoxalement. Ouais, ça remet plein de choses en perspective. Mais pour moi, c'est presque accessoire. Ça va fonctionner le temps d'une soirée, si tout va bien. Et puis le lendemain, la vie reprend son cours. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je pense que c'est impossible à mettre en pratique, ce qu'il propose, même si évidemment on rêve tous de quelque chose comme ça. Je dirais, si je revenais aux fondamentaux de base, après tout, j'ai un instinct hyper protecteur avec mes enfants, donc je suis effectivement un animal quelque part. Donc si je me replace, oui, sauf que notre société, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ça en tout cas. Donc, et on est obligé de composer avec. Donc la vérité, c'est qu'on peut pas non plus aller contre tout le système. En revanche, on peut peut-être travailler avec. Travailler avec, ça va être, par exemple, de mettre en place au sein d'une entreprise des solutions qui vont permettre d'aller se mettre au vert ensemble. Ça, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qu'on peut offrir plus facilement à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens ou le temps, ou qui ne se donneraient pas le temps, notamment si c'est fait sur le temps de travail, justement d'expérimenter ce genre de choses. Donc peut-être que c'est une responsabilité de chef d'entreprise, une responsabilité entrepreneuriale, d'accompagner les gens en leur disant vous offrir du bien-être, c'est déjà quelque chose qui est important pour moi. Je vais le manifester de plein de manières différentes, mais ça ne va pas se limiter à vous filer des croissants, vous donner un cadre de travail génial. Ça va être aussi vous accompagner vers un chemin vers lequel vous ne seriez pas allé, qui va être sortir prendre l'air, faire des activités en groupe, ce genre de choses en fait. Je pose l'idée comme ça. Mais oui, elle sera certainement reprise au vol par le responsable du bonheur de Sid. C'est-à-dire, allez, demain matin, on va tous faire une balade en forêt. Et ça va au moins nous faire un peu de bien sur le moment. Et ce sera toujours ça de prix. Il nous reste plus que quelques minutes. Je ne sais pas combien de temps prend la réponse de Bernard sur Jules Verne. 3-4 minutes. Allez, on peut s'offrir ces 3-4 dernières minutes de Bernard Werber. C'est cadeau. Voilà, c'est plaisir. Tonton Bernard, la question qu'on lui a posée, c'est son rapport justement à Jules Verne, puisque lui aussi est inspiré par ce grand auteur. On écoute sa réponse. Je veux dire que notre société a besoin de visionnaires. Si on ne fait juste que gérer le monde de manière habituelle sans avoir une vue sur le futur, on est limité. Donc j'ai une admiration particulière pour Jules Verne parce que c'est notre grand visionnaire français moderne. Maintenant, je crois qu'à son époque, on pensait que la technologie et la science allaient nous sauver. Maintenant, on a compris que ça ne suffit pas. Mais Jules Verne a ouvert la voie d'un principe qui est il faut penser le futur pour que ce futur puisse se réaliser. Jules Verne a pensé aux sous-marins, les sous-marins ont existé. Jules Verne a pensé au voyage de la Terre à la Lune, et ce voyage a pu exister. Et d'ailleurs, les gens qui ont permis à ce voyage d'exister faisaient référence à Jules Verne. Donc je crois que nous, les auteurs de science-fiction, nous sommes les derniers visionnaires, et plus il y aura de gens qui proposent des visions de futur, a priori positives, plus ce futur pourra exister. Donc il y a d'un côté les auteurs de science-fiction qui sont là pour nous avertir des dangers d'une technologie entre de mauvaises mains. C'est un peu le cas du meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou de 1984 de Orwell. Maintenant, il doit y avoir aussi des visionnaires qui nous montrent un chemin positif. Donc, il doit y avoir une science-fiction non angoissante qui nous parle de futurs qui pourraient être meilleurs pour nos enfants. C'est parce que maintenant des gens pensent à des solutions pour nos enfants, que nos enfants pourront profiter. Tout ce que nous avons de formidable actuellement, et on vit mieux qu'avant, c'est forcément des gens du passé qui l'ont imaginé. Et pas des gens qui disaient attention, attention, on va vers l'apocalypse. Mais des gens qui disaient regardez, on peut peut-être communiquer avec des machines, on peut peut-être imaginer des moyens de voler dans le ciel, des moyens de conquérir l'espace. Et nous bénéficions de ces visionnaires anciens, donc nous avons le devoir
de proposer des visions pour que nos enfants puissent en profiter. Il faut penser aux prochaines générations. Moi, je serais même partisan qu'il y ait à l'ONU un représentant des prochaines générations qui défendent le monde que nous allons laisser à nos petits-enfants, qui nous disent on ne peut pas prendre cette décision, parce que ça, c'est juste une vision sur le court terme, mais qui poserait des problèmes sur le long terme. C'est un problème de rapport au temps. Et actuellement, je regrette qu'en France, il y ait aussi peu de littérature de science-fiction, parce que ça veut dire que nous ne produisons pas assez de visionnaires, dont nous allons subir les visions des pays comme les États-Unis et les pays anglo-saxons, et qui eux, ont une science-fiction, une littérature fantastique et un cinéma fantastique. Et je crois qu'il faut se rappeler que, pour moi, le premier auteur de science-fiction, c'est Rabelais. Et il y a des gens comme Jules Verne, qu'on citait tout à l'heure, mais aussi Pierre Boulle avec La planète des singes, et aussi Barjavel, qui ont été des visionnaires qui nous permettent d'imaginer un monde meilleur, ou d'imaginer ce que pourrait être un monde dans lequel nous ferions de répéter les erreurs de nos ancêtres. Rémi, es-tu un visionnaire? Non, non, je crois pas. Enfin, peut-être. J'en sais rien. Et si tu devais inventer si toi tu projetais un monde, ou si tu devais écrire un monde meilleur, tu le verrais, tu l'écrirais comment? Bah moi, je le trouve un peu angoissant, le monde aujourd'hui. Alors, j'essaierai déjà de faire un monde probablement pas moins connecté, mais mieux contrôlé. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la manière dont on exploite les données qu'on utilise, l'endroit où on se trouve, enfin, la géolocalisation, les conversations qu'on a. Il y a tout un tas de sujets comme ça que je trouve un petit peu touchy et qui méritent qu'on y réfléchisse. Et puis il y a un vrai sujet sur écologique aussi. Hein. Pour moi, c'est ça la vraie problématique. Je pense que Greta Thunberg serait contente d'entendre qu'il veut quelqu'un à l'ONU pour parler des générations futures. À mon avis, elle est prête à prendre la place. C'est pas inintéressant et je le rejoins sur Jules Verne, qui est un grand visionnaire, qui s'est inspiré énormément de la science, qui a commandé beaucoup de travaux scientifiques et qui faisait rien au hasard. Hein. Il commandait des travaux scientifiques et des études et il poussait plus loin les idées pour aller imaginer. Jules Verne a imaginé l'hologramme. L'hologramme 100 ans avant qu'il arrive. Il l'a décrit. C'est quand même quelque chose de complètement fou. Et en même temps, il était inquiet de l'usage qu'on pourrait faire de la science. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas évoqué là. Il avait un peu raison, parce qu'il n'avait pas imaginé Mélenchon pour pouvoir se servir de l'hologramme. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que vu l'usage, réflexion faite, c'était peut-être une connerie. Tupac, Mélenchon, voilà, bon, bah, chacun son... Non, mais toujours est-il que, alors, pour citer Rabelais, que Bernard considère comme le premier auteur de science-fiction, Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est exactement ce que pensait Jules Verne. Et si vous faites attention à la lecture de ses romans, la science est toujours mise en avant comme une solution futuriste pour explorer le monde, découvrir, comme une avancée. Et chaque fois, dans ses romans, chaque fois qu'elle est exploitée à des fins personnelles, ça se retourne contre celui qui l'utilise. Contre l'auteur. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui était très très présent chez lui. C'était ça doit servir l'humanité et ça doit pas servir des intérêts personnels. Et ça, c'est quelque chose sur lequel effectivement je le rejoins. On doit, à un moment donné, hein, c'est une expression qu'on entend beaucoup, mais à un moment donné, il va falloir qu'on joue collectif aussi, quoi. Et si effectivement on veut pas que le monde qu'on aura demain soit celui qu'ont imaginé les Américains, qui sont quand même très très présents sur le milieu dans le milieu de l'imagination, de la créativité, des univers fantastiques et science-fictionnels. Il va falloir qu'on agisse un petit peu et qu'on fasse des propositions. Et on n'a pas besoin d'être auteur pour être un visionnaire. On peut être aussi entrepreneur, on peut être aussi... D'ailleurs, en fait, quel que soit le poste qu'on peut avoir dans une entreprise, on peut être un visionnaire. Il faut juste oser exprimer ses idées, les proposer et travailler autour. Si vous êtes dans un environnement dans lequel les gens croient en vous et ont envie de vous aider à développer des choses, vous n'avez pas besoin de sortir des livres. Il faut relire Damasio. Damasio a sorti un très très bon bouquin qui s'appelle Les Furtifs, où il décrit justement un monde très connecté. Mais on vous spoil pas la fin du bouquin. Et ça vaut le coup il faut le lire. Voilà. Là aussi un imaginaire français qui est chargé de choses positives. Merci beaucoup. On rappelle quand même le titre de ton ouvrage. C'est le Testament d'un excentrique chez Michel Lafon.
Voilà, parce qu'il faut l'acheter aussi, ou se faire l'offrir par Yann ou David, voilà, qui encore ont des caisses centaine dans sa cave. Voilà. J'ai compris centaine d'ici. Merci beaucoup Rémi, c'était passionnant d'échanger avec toi. Et juste avant de passer à la fondation, parce que vous avez vu et on va en parler, il y a une petite boîte sur cette scène, je vais vous dire exactement ce qui va se passer après. Une petite minute, la minute à Pierrot, la minute à Pajou. Vas-y. Tellement bien vendu, merci beaucoup. C'est ton moment de gloire. Beaucoup de réactions, je me permets de m'asseoir. Fais-toi plaisir. Beaucoup de réactions, beaucoup de messages à l'adresse de Rémi, hein, beaucoup de gens qui sont intéressés, notamment Spielberg, quand même, qui nous envoie un message qui dit « J'adore votre idée de raconter l'histoire d'une histoire qui raconterait une histoire sur l'histoire. » Et il a même une idée de titre qui s'appellerait Inception, par exemple. Ça peut être une idée. Oui. Je vous laisse vous contacter entre vous. Un message un peu excédé de David Guetta qui dit bon, alors la dance, d'accord, mais quand même, la techno, arrêtez, quoi, c'est vachement bien. Voilà, je vais tenter, je sais pas si fallait la tenter celle-là. Ouais, merci je vais la rayer. David Guetta, ouais. Xi Jinping, hein, notre évidemment leader adoré de la Chine, qui constate que Rémi veut un monde mieux contrôlé. T'inquiète, répond-il. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Il y en a encore pas mal. Alors juste deux derniers. Du pote de Rémi avec qui vous jouez avec vos téléphones, qui lui envoie le message suivant. Je suis en bas du bâtiment qui colle ses lunettes pour comprendre la salade composée dans la pleine lune qui trône là-bas sur l'étagère. Bon, vraiment ça marche pas. L'IA de l'iPhone. Je crois que la prédiction automatique, c'est. Et un dernier pour vous rassurer tous par rapport à la nature, aux animaux, à la connexion qu'on doit avoir. C'est un message du MEDEF qui nous rassure, notamment Bernard et vous Rémi. Il vous dit on vous rassure, dans nos entreprises, on a déjà beaucoup de requins, de porcs et de chèvres, donc tout va bien. Merci Pierre, merci beaucoup et merci encore Rémi.